J'enregistre ça maintenant. C'est juste parce que j'avais juste des gouttes de... Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venu assister à cette présentation de la MRC sur la façon dont le rôle d'évaluation est fait. Je vais laisser notre préfète, Mme Catherine Amé, vous présenter son équipe, puis elle va vous expliquer un petit peu la procédure du déroulement de la séance de formation. Merci beaucoup. Je vais. Bonjour, bon matin, bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Catherine Amé, je suis la nouvelle préfète de la MRC des Pays-d'en-Haut. J'étais avant mairesse de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, donc j'ai déjà, en tant que mairesse, fait ce processus-là également dans ma municipalité. C'est notre deuxième tournée comme ça cette année. On avait fait, juste avant les fêtes, on avait fait Wentworth Nord pour expliquer le nouveau rôle. Donc, je voudrais saluer Monsieur le maire, Monsieur Sarrazin. On a également des conseillers municipaux avec nous. On a Catherine et Bernard qui sont avec nous ce matin. Je suis également accompagnée de la directrice générale de la MRC des Pays-d'en-Haut, Madame Mylène Perrier. Bonjour. Et on a aussi avec nous Evinbec, qui est l'entreprise, nos sous-traitants qui s'occupent du rôle d'évaluation. Donc, ça, c'est important de le mentionner. C'est une compétence de la MRC des Pays-d'en-Haut, qui est, en fait, c'est une compétence qui nous est donnée par le gouvernement provincial de procéder à l'évaluation des maisons et des propriétés dans toute la MRC des Pays-d'en-Haut. La MRC donne ça en sous-traitance à une entreprise qui s'appelle Evinbec et on a avec nous David Vincent de Evinbec qui va faire la présentation et M. Robert Mécan. M. Mécan, ça fait plus de 30 ans qu'il s'occupe du rôle d'évaluation, j'ai raison? 40, mon Dieu. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est ça. C'est ça, je n'étais pas née lorsque M. Mécan a commencé à s'occuper du rôle d'évaluation pour la MRC. Puis David, ça fait de nombreuses années, là, je ne suis pas certaine combien de temps? 15 ans. Plus de 15 ans. Donc, on a vraiment des experts de la région qui vont vous présenter, en fait, un peu le processus pour arriver à la création du nouveau rôle, donc les conditions du marché, les variations dans certains secteurs. Ils vont aussi vous expliquer le processus de demande de révision parce que oui, c'est possible de faire une révision. C'est sûr qu'aujourd'hui, on y va, on monte l'hélicoptère, là, puis on regarde, c'est une vision d'ensemble. Tout ce qui est les cas personnels, on a une petite feuille que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez mettre votre nom et l'équipe d'Evinbec va vous appeler pour aller plus en profondeur dans votre cas. Donc, vous pouvez justement poser vos questions avant de faire votre demande de révision. Donc, je pense que ça fait le tour. Là. Donc, je vais laisser la parole à Robert. Bonjour tout le monde. Merci, Madame Amé. Pour commencer, je tiens à remercier, à saluer l'initiative de la municipalité de nous inviter à venir vous rencontrer pour être en mesure de vous expliquer le nouveau rôle d'évaluation. C'est le rôle d'évaluation pour 2026, 27, 28 qui présente des variations de valeur importantes, mais de moins grande ampleur que le rôle précédent. Le dernier rôle, il date de 3 ans. Dans le temps, 3 ans, ça peut paraître court, mais en immobilier, c'est assez long pour constater des variations dans le marché immobilier, des déplacements des centres d'intérêt qui changent, des paramètres au niveau économique comme les taux d'intérêt ou des taux d'inflation très élevés et ainsi de suite. Ça peut influencer très rapidement le marché immobilier. Donc, on est ici pour vous présenter un peu le comment et le pourquoi on fait un rôle d'évaluation, à quoi ça sert et surtout, inquiétez-vous pas, c'est pas un cours en évaluation foncière qu'on va vous donner ce matin, là, loin de là. On essaye plus de vulgariser ce qu'il y en est, ce qui peut paraître lourd et technique. On essaye
essaye de l'assouplir. C'est ça qui est notre travail, de le rendre accessible. Ça fait comme on va voir dans la présentation, les valeurs inscrites au nouveau rôle, ils reflètent l'activité immobilière qui était moins intense que le dernier rôle triennal, mais qui est toujours aussi active dans la région, puis Saint-Adolphe d'Howard ne fait pas exception à la règle. Les nouvelles valeurs reflètent les conditions du marché immobilier du 1er juillet 2024. Retenez cette date, vous allez l'entendre souvent pendant la présentation. David va se faire un plaisir de tout le temps nous la ramener pour des questions très techniques versus le dernier rôle d'évaluation qui reflétait le marché du 1er juillet 2021. Donc, c'est 3 ans de rattrapage qu'il y a entre les valeurs du rôle précédent et du rôle qui est rentré en vigueur le 1er janvier. Donc, l'objet de la rencontre, c'est comme on a mentionné, c'est de vous expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants d'une analyse de marché qui amène des résultats dans le rôle d'évaluation des valeurs qui sert d'assiette à la taxation par la suite. Donc, le déroulement de la rencontre, je vais vous le donner assez rapidement, c'est des acétates. On a une quarantaine d'acétates à vous présenter. Au départ, on vous présente, c'est quoi le service d'évaluation et on vous indique aussi c'est quoi le cadre législatif qui est utilisé par l'évaluateur pour pouvoir établir les valeurs. On vous présente par la suite les données du marché immobilier de la municipalité, de ce qui a été constaté dans sur votre territoire. Puis par la suite, on fait également un parallèle avec des sources de données du marché immobilier, mais des sources externes pour vous démontrer que ça corrobore entre ce qu'on constate sur place et versus ce qui est constaté à plus grande échelle. On va vous présenter également les méthodes qui sont utilisées et qui sont reconnues en évaluation foncière. On va vous présenter par la suite les résultats dans le rôle pour la municipalité. L'analyse de marché, c'est une chose. Par contre, quand on l'applique dans le concret, sur votre territoire avec les données qu'on possède, c'est ce qu'on va être en mesure de vous démontrer. On va vous faire des comparatifs par secteur et par catégorie d'immeubles des résultats qu'on a constatés. Par la suite, si un citoyen veut avoir des informations spécifiques à son dossier, comme ça a été mentionné précédemment, il y a une feuille à l'avant. Vous pouvez laisser votre nom, numéro de téléphone et votre adresse de votre propriété, puis on va vous rappeler dans les jours qui viennent. La période de questions va vous demander de vous nommer, puis de poser votre question pour la fin. Ça va finir avec la période de questions. Fait qu'à partir de là, c'est espérant. Je laisse la parole à mon collègue David Vincent. Peut-être juste mentionner que la présentation est enregistrée et sera disponible en ligne par la suite, mais c'est important de vous mentionner que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Voilà. Bon, bien, merci. Ça fait que je laisse mon collègue David Vincent, évaluateur agréé, qui est responsable de l'évaluation, qui est co-directeur du service d'évaluation. Bon matin à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon matin à vous tous. Merci d'être présents ce matin, malgré la glace sur l'ensemble de nos rues. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, le présentation du nouveau rôle d'évaluation. Est-ce que tout le monde a consulté leur nouvelle valeur au rôle d'évaluation ou vous venez évidemment en apprendre avant de consulter votre nouvelle valeur de rôle? Vous l'avez consulté, merveilleux. Probablement que certains sont surpris de la hausse ou même que d'autres n'ont pas bougé au niveau de la valeur immobilière de leur propriété. Donc, vous allez voir, en fait, pour quelles raisons le rôle a varié. Pas de façon homogène, mais de façon, je dirais, assez hétérogène parce que les conditions de marché ne sont pas similaires sur l'ensemble de votre territoire et c'est ce qu'on va vous expliquer ce matin. Donc, je commence en fait à l'instant avec la présentation. Je bouge beaucoup, donc ça se peut évidemment que je me promène avec la présentation. Je trouve ça plus dynamique à ce moment-là. Gardez vos questions pour la fin. À ce moment-là, ça serait fort apprécié. Je vois des yeux, évidemment, qui ont beaucoup de gens ont des questions, des bonnes questions, assurément. Donc, gardez-la en tête pour la fin. Il est possible qu'on réponde déjà, même malgré tout, à certaines de vos questions durant la présentation. Donc, le but de la rencontre, on l'a déjà bien expliqué, évidemment, c'est de vous informer sur votre nouveau rôle d'évaluation. Donc, qui est un rôle 2026, 2027, 2028, avec une date de référence au marché, comme Robert vous le disait, au 1er juillet 2024. Donc, très important de le garder en tête. Ce qu'on va évidemment vous expliquer, les conditions de marché qui étaient présentes, on vous l'a dit, les variations dans certains secteurs, mais aussi important, vous expliquer les processus pour les demandes de révision. Donc, un rôle d'évaluation, qu'on le fait, évidemment, on le fait pour l'ensemble des municipalités, mais il y a des dispositions qui sont prévues. Si un citoyen, évidemment, constate que sa valeur au rôle d'évaluation n'est pas représentative de sa valeur réelle. Et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui.
Donc, je poursuis avec qui on est, donc la firme Evinbec, donc qui s'occupe de l'équilibration des rôles d'évaluation à travers la MRC, mais aussi dans d'autres municipalités et MRC à travers le Québec. Mais spécifiquement, pour ce qui est de la MRC des Pays d'en haut, on est évidemment là, présent à temps plein, directement dans les bureaux de la MRC. Donc, on est une équipe évidemment là, de 11 personnes qui se promènent sur l'ensemble du territoire. Donc, le rôle d'évaluation, on l'équilibre à tous les 3 ans pour une municipalité ou 6 ans si le rôle est reconduit, mais on travaille à tous les jours dans l'ensemble du territoire. On fait une inspection du relevé technique à tous les jours dans votre municipalité aussi, là. Donc, je commence évidemment au niveau du contrat de la MRC. C'est un contrat qui se termine en 2028. C'est des contrats de 6 ans qu'on a avec la MRC. Qu'est-ce qu'on fait comme travail au niveau de la MRC? On effectue de donner à jour des dossiers, donc les transactions, les permis quand vous faites des rénovations ou constructions, l'opération cadastrale, service à clientèle aussi, donc informer le citoyen, les municipalités aussi, bien évidemment. Équilibration des rôles, donc ce qu'on fait aujourd'hui avec vous. Demande de révision, recours au tribunal administratif du Québec. Maintien d'inventaire des immeubles, donc on met à jour les propriétés. Tu sais, parfois, on va faire certaines améliorations de propriétés qui ne vont pas nécessairement nécessiter des permis. Exemple, on va faire la réfection d'un plancher, d'une salle à coucher ou faire la finition d'une salle d'eau au sous-sol. Bien, parfois, il y a certaines municipalités qui ne vont pas exiger de permis pour ce type de travaux-là. Bien, c'est le maintien d'inventaire à ce moment-là qui va venir relever tout ce type d'amélioration-là sur la propriété. Et même à l'inverse, vous avez une propriété qui, avec les années, a eu certaines problématiques ou déficiences. Bien, c'est le maintien d'inventaire qui va venir relever les problématiques sur le bâtiment. Donc, le maintien d'inventaire se fait à tous les jours là, sur l'ensemble du territoire de la MRC des Pays d'en haut. Donc, je poursuis maintenant avec le rôle d'évaluation. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert le rôle d'évaluation? Bien, assez simplement, c'est l'inventaire de l'ensemble des propriétés de votre municipalité. Donc, tout ce qu'on retrouve, ce que vous voyez là, visuellement sur le territoire, bien, c'est répertorié là, dans le rôle d'évaluation. C'est photographié, c'est mesuré, c'est quantifié et c'est qualifié. Donc, pour chaque cadastre qu'on a sur votre territoire à vous. Et pour l'ensemble, évidemment, de la MRC des Pays d'en haut. Et à toute fin pratique, pour l'ensemble du Québec, parce qu'évidemment, ce qu'on vous présente aujourd'hui ici, c'est la même recette qui est faite à travers le Québec. Il n'y a pas une façon de faire qui est spécifique aux Pays d'en haut. Tous les évaluateurs au Québec, au niveau municipal, ont la même directive et la même façon de travailler et la même façon d'appliquer, évidemment, là, les valeurs au rôle d'évaluation. Ce qui va différencier d'une région à une autre, ce n'est pas, évidemment, là, la façon de travailler, ce sont les conditions de marché, tout simplement. Donc, à quoi ça sert? Bien, ça permet d'établir les valeurs réelles au rôle d'évaluation. Et surtout, et là, le mot, des fois, on l'aime un peu moins, ça permet de répartir le fardeau fiscal, donc le budget d'une municipalité, de façon plus juste et équitable envers l'ensemble des concitoyens. Quand on parle de juste et équitable, on ne parle pas évidemment d'une variation entre un ancien rôle et un nouveau rôle. On parle évidemment d'une répartition, en fait, là, du fardeau en fonction des nouvelles conditions de marché. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un secteur, et je vous dirais, est plus attrayant que nos secteurs et a un marché, évidemment, qui est plus actif avec des fortes hausses de valeur, bien, l'objectif du rôle, bien, c'est de refléter cette nouvelle condition de marché-là. Et si, à l'opposé, on a un secteur, évidemment, qui est moins performant, bien, c'est de s'assurer que le nouveau rôle, évidemment, reflète cette sous-performance-là pour éviter qu'un citoyen, évidemment, ait un fardeau fiscal indu dans un secteur où sa valeur foncière ne peut augmenter. La confection du nouveau rôle d'évaluation, et je le répète et je commence à répéter évidemment, là, donc c'est un rôle triennal 2026, 2027, 2028, donc c'est une libération qui est de 3 ans. Les rôles d'évaluation sont ce qu'on appelle souvent triennal, mais les municipalités de moins de 5000 habitants, comme évidemment Saint-Adolphe-d'Arrois, ont l'opportunité de reconduire un rôle d'évaluation là, sur 6 ans. Okay? Donc, la municipalité ici, évidemment, elle a opté pour l'équilibration du rôle d'évaluation là, suivant l'ancien rôle d'évaluation et non de la reconduction. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait, évidemment, là, que les gens aient une augmentation de leur compte de taxes. Elle l'a fait parce que le rôle d'évaluation ne reflétait plus les nouvelles conditions de marché. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand une municipalité prend la décision, quand elle a l'option de reconduire le rôle, de le rééquilibrer, elle ne le fait pas, évidemment, là, sur un coup de tête, elle le fait parce qu'évidemment, l'impact sur le citoyen pourrait porter préjudice aux citoyens de reconduire un rôle pour un autre 3 ans.
Donc, c'est ce qui a été choisi ici pour Saint-Adolphe-d'Arvor. L'objectif du rôle, on le répète, c'est d'éliminer le plus possible les écarts entre le nouveau marché de référence et les valeurs au rôle d'évaluation. L'encadrement légal, ça c'est très, très, très important parce que l'évaluateur, évidemment, ne fait pas ce qu'il veut, il ne fait pas comme il veut non plus, il le fait en fonction d'un cadre qui est légal. Le premier étant la loi sur la fiscalité municipale, donc à travers le Québec, on est encadré, évidemment, on applique la fiscalité municipale. En d'autres mots aussi, le règlement sur le rôle d'évaluation, sur les procédures de dépôt de rôle d'évaluation et la proportion médiane, donc sur l'année de rôle 2 et 3, évidemment, quand on répartit la richesse foncière infirmisée, ben c'est la proportion médiane là, qui va servir. Le Code civil, parce que le droit là, est déjà prévu là, au Code civil, au niveau du droit de propriété, la jurisprudence, parce qu'évidemment, on le répète souvent, mais parce que je vous dirais là, que le droit évolue beaucoup à force d'avoir de nouveaux jugements, il se clarifie, et les normes de pratique, parce que l'évaluateur, dans ses actes professionnels, il est encadré par son ordre professionnel. Et puis, en tout dernier, le plus important, c'est le manuel d'évaluation foncière du Québec. Si on veut, là, c'est la recette qui permet là, de porter au rôle l'ensemble des propriétés là, au Québec. Donc, toutes les propriétés du Québec sont tous, évidemment, portées au rôle en fonction du manuel d'évaluation foncière. Et celui-ci, soit dit en passant, est public. Donc, tout citoyen peut accéder là, via le ministère des Affaires municipales au manuel d'évaluation foncière et comprendre de quelle façon, évidemment, là, les valeurs sont déposées. La définition de valeur réelle, je vais rapidement avec les données un peu plus, là, je vous dirais, là, légales, c'est peut-être un peu plus monotone, excusez-moi, mais on va aller rapidement aux données du marché. Là. Donc, mais il faut quand même passer par ce passage-là obligé. Définition de valeur réelle, c'est aussi excessivement important. En évaluation municipale, ce n'est pas la valeur marchande, évidemment, qu'on vient là, porter au rôle, mais plutôt la valeur réelle. Il faut comprendre que la valeur marchande est beaucoup plus dynamique, donc elle évolue au jour le jour, à la seconde près. Il arrive toujours une variable qui crée une modification de la valeur marchande. Au niveau de la valeur réelle, elle est fixe. Elle est fixe parce qu'on doit refléter au niveau d'un rôle d'évaluation une seule date de marché. Dans le cas présent, on se rappelle, c'est le 1er juillet 2024. Donc, toutes les valeurs que vous avez observées sur votre nouveau rôle d'évaluation font tous référence aux conditions de marché qui prévalaient au 1er juillet 2024. Peu importe ce qui va se passer par la suite, que vous auriez une nouvelle construction sur votre terrain, bien, la valeur qui sera portée au rôle va faire référence au 1er juillet 2024. Même si le marché progresse encore ou à l'inverse, le marché se contracte, ça va toujours faire référence à la même date de marché. Pourquoi? Bien, pour s'assurer qu'il y ait une valeur au rôle qui soit équitable, donc tout le monde soit évidemment évalué sur la même base à ce moment-là. Maintenant, un autre élément aussi important dans cet encart-là ici, au niveau résidentiel, là, souvent on parle de valeur réelle, mais au niveau résidentiel, je vous dirais que quand on parle de valeur marchande, on peut voir beaucoup de similitudes avec la valeur réelle à ce moment-là, parce que ce comportement, évidemment, qu'on observe beaucoup, puis c'est très, très linéaire, c'est très, très comparable là, à la définition de la valeur marchande pour ce qui est de la valeur réelle. Donc, je poursuis rapidement avec le rôle de l'évaluateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le premier élément important, bien, le marché, on ne le fait pas. C'est pas nous qui dicte comment l'acheteur et le vendeur vont se comporter. On ne fait que les observer à ce moment-là. On est simplement les observateurs là, de vous, évidemment, en tant qu'acheteur et en tant que vendeur. Et c'est ce qu'on va analyser à ce moment-là, c'est votre comportement humain. Et c'est ce qu'on va porter au rôle d'évaluation éventuellement. Donc, c'est important de vous le dire, on ne fait pas le marché, on ne fait que l'observer et on l'applique par la suite. Maintenant, on ne l'applique pas de façon, je vous dirais là, de façon impulsive, on le fait de façon impartiale et objective. C'est pas parce qu'un acheteur, évidemment, était trop émotif dans sa valeur de propriété que nécessairement ce comportement peut se répéter sur l'ensemble des autres propriétés. Donc, on s'assure d'avoir un bon échantillonnage qui va être représentatif de la condition de marché. Et à l'inverse aussi, quelqu'un qui a observé ou qui a fait une acquisition, puis un achat qui était, je vous dirais là, comme on peut dire, il y a eu un bon deal pour sa propriété, il a payé beaucoup moins cher que le marché. Si je ne peux pas reproduire ce comportement-là au niveau du marché immobilier, bien, évidemment, c'est pas un marché, c'est pas un comportement qui est objectif ou qui est équitable pour l'ensemble des valeurs des propriétés.
Je continue, là, on arrive dans vos données à vous, donc au niveau des transactions immobilières. Quels sont les ingrédients qui ont permis d'équilibrer votre nouveau rôle d'évaluation à ce moment-là? Bien, ce sont les transactions immobilières qu'on a observées sur votre territoire à vous. Donc, sur 4 ans, pour ce qui est de Saint-Adolphe, on a répertorié 1507 transactions immobilières sur votre territoire à vous. De ce nombre, on a conservé, ou on a évidemment là, observé qu'ils étaient conformes, 1172 transactions qui ont servi de matière première pour l'équilibration du nouveau rôle d'évaluation. Évidemment, ce qu'on veut porter au rôle, on vous l'a dit, c'est les conditions de marché au 1er juillet 2024. Au 1er juillet 2024, ou dans l'année 2024, on avait évidemment à ce moment-là 208 transactions qui se sont produites, qui étaient conformes pour faire le rôle d'évaluation. C'est un faible échantillonnage et c'est la raison pour laquelle l'évaluateur va à ce moment-là étendre ses recherches et chercher des transactions évidemment plus espacées dans le temps. Quand il le fait, il ne le fait pas évidemment comme il le veut, il se doit de s'assurer, s'il utilise une transaction en 2023, une transaction même en 2022 ou en 2021, ben de modifier ou de corriger la transaction pour qu'elle reflète les nouvelles conditions de marché du 1er juillet. Donc, il va faire des ajustements de temps pour qu'elle reflète les conditions au 1er juillet 2024. Ce qu'on appelle souvent là, le taux de variation de marché à ce moment-là. Maintenant, un autre élément aussi, quand on parle de vente qui est non conforme, en fait, ce sont souvent des ventes, soit que c'est des demi-indivis qu'on va vendre, des ventes de liquidation, des ventes pour taxes, des ventes entre parents. S'il y a un lien, évidemment, on peut penser que le prix pourrait être influencé entre les parents à ce moment-là. Parfois, le prix de vente, évidemment, est bon, ça reflète le marché, mais on ne va pas évidemment conclure. Si on a une seule transaction et c'est une vente entre le père et le fils, avant de conclure sur le marché, sur cette transaction-là, on va s'assurer qu'on peut reproduire ce comportement-là avec d'autres transactions. Puis il y aura aussi des cessions qui sont présentes. À titre d'élément aussi, là, depuis 2021, on a 312 mutations sur les dossiers de propriété là, de votre territoire à vous. Ça représente 37% de vos dossiers à vous. C'est quand même beaucoup de mouvements qu'il y a eu. Dans cette donnée-ci, c'est quand même des gros chiffres, mais dans une transaction, il peut y avoir plus qu'une propriété qui est transigée. Donc, dans la sommation qu'on voit dans l'encart du bas, bien, ça inclut l'ensemble des dossiers qui sont touchés par une transaction. On arrive aux données du marché, enfin. Donc là, ce qu'on vous présente ici, ce ne sont pas vos nouvelles valeurs au rôle d'évaluation, mais plutôt le comportement des transactions immobilières sur votre territoire à vous. Juste prendre une petite gorgée d'eau, c'est pas tellement long. Merci. Oups. Un instant. OK. Donc, ici, ce que vous retrouvez, dans le fond, c'est le prix médian des propriétés unifamiliales sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Auer depuis 2019. Donc, c'est la progression des prix médians pour l'unifamilial. Ici, on a, évidemment, l'unifamilial, on a aussi les propriétés riveraines et non riveraines. C'est l'ensemble de l'œuvre qu'on retrouve ici. Bien, ce qu'on observe, le prix médian en 2019, on était à 207 000. 2020, 247 000. 2021, on était à 310 000. On se rappelle, votre ancien rôle d'évaluation, lui, faisait référence au 1er juillet 2021 et on avait un prix médian pour les unifamiliales qui était à 310 000. Par la suite, bien, 2022, on retrouve à 392 000 et si on s'en va à la toute fin, on se rappelle, 1er juillet 2024, on est rendu avec un prix médian à 383 500. L'élément qui est fort intéressant à observer ici, bien, c'est la progression, évidemment, on ne se le cachera pas, l'éléphant dans la pièce, c'est la pandémie, donc, mais surtout l'attrait pour les Nouvelles-Laurentides qu'on voit ici. Puis on voit évidemment jusqu'en 2022, on avait une forte progression et puis, on se rappelle en 2022, on a eu la forte hausse des taux hypothécaires. Bien, à Saint-Adolphe, évidemment, ce qu'on peut observer, c'est que ça a évidemment à ce moment-là plafonné le marché immobilier au niveau de l'unifamilial dans la municipalité et on se retrouve avec un petit plateau qui est présent actuellement. Et pas d'inquiétude, ce n'est pas une contraction de votre marché en soi, c'est simplement un plateau qu'on attend au niveau là, du marché pour ce qui est de Saint-Adolphe-d'Auer. Et ça se poursuit jusqu'en 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit là, qu'en 2022, on avait même un pic qui était plus élevé que ce qu'on a pour le nouveau rôle d'évaluation. Bien, comme votre ancien rôle faisait référence au 1er juillet 2021 versus le nouveau au 1er juillet 2024, bien, évidemment, vous êtes venu absorber à ce moment-là implicitement le pic qu'on a vu au haut de la cloche pour 2022. Là. Au final, depuis 2019, c'est 85 % d'augmentation pour les valeurs médianes dans Saint-Adolphe. Et ce ne sont pas les valeurs à l'évaluation, je tiens à le répéter, c'est uniquement les prix transigés sur votre territoire à vous.
Maintenant, au niveau des terrains vacants, c'est un peu la même chose aussi. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un comportement qu'on a observé partout dans les Laurentides, celui-ci. Donc, on avait évidemment là, une faible progression là, des terrains là, avant la pandémie, puis même au moment de la pandémie. Donc, globalement, là, les terrains augmentaient très peu. Évidemment, le manque d'inventaire des propriétés construites disponibles pour les acquéreurs était évidemment de moins en moins présent. Et ce sont à ce moment-là les transactions de terrain qui ont augmenté, qui ont cru. Et c'est pour la raison pour laquelle que depuis 2022, c'est une croissance, une forte croissance des terrains qu'on observe sur votre territoire, mais sur l'ensemble des territoires des Laurentides aussi. Là. Donc, ce n'est pas un fait qui est uniquement là, à Saint-Adolphe, on le retrouve dans tous les autres territoires aussi. Là. Maintenant, on a fait une petite vérification au niveau des propriétés riveraines. Et là, ici, ce n'est pas un seul lac, c'est l'ensemble des étendues là, riveraines qu'on retrouve. Donc, il faut faire attention avec ces données statistiques ici parce que, comme Robert me le dit souvent, il n'y a rien de moins comparable qu'un lac avec un autre lac. Donc, c'est important de faire attention avec cette comparaison aussi. Mais néanmoins, globalement, ce qu'on observe, c'est que depuis 2019, il y a quand même une forte progression aussi. Là, on est rendu à 79% des prix médians qui ont augmenté. On est maintenant avec un prix médian de 625 000 pour les propriétés là, riveraines. Vous avez une question, mais on va prendre les questions à la toute fin de la présentation. On y arrive assez rapidement. Au niveau des unifamiliales, donc non riveraines, à ce moment-là, ce qu'on observe ici, encore une fois, c'est une forte progression aussi depuis 2019 et avec un prix médian qui est maintenant à 345 000 et le fameux plateau qu'on a observé tout à l'heure, on l'observe encore ici là, dans les propriétés non riveraines à 345 000. Secteur village, je ne vous le cacherai pas, le secteur village, évidemment, c'est un secteur aussi qui est de plus en plus attractif. On avait des prix qui étaient quand même peu élevés là, au cœur du village à Saint-Adolphe, ce qui fait en sorte vraiment que les gens ont vu l'opportunité d'acquérir une propriété, évidemment, là, près d'un lac, près des services, près de l'accès à l'eau et des plages publiques aussi à côté, à pied. Donc, ça devient assez attractif, surtout quand le prix est attrayant. On observe aussi une forte progression, même dans le cœur du village ici, là, depuis 2019, on a une croissance là, de près de 89%. Et on s'appelle encore le rôle d'évaluation. L'ancien rôle faisait référence au 1er juillet 2021, tout juste ici. Et maintenant, on se retrouve en 2024. Donc, encore une fois, la cloche, on vient l'absorber et on dirige directement en 2024. Là. Hors du village, évidemment, le secteur plus villégiature à ce moment-là aussi, malgré que l'ensemble, je dirais qu'il y a une forte vocation de villégiature là, pour l'ensemble de la municipalité. On observe encore une fois là, un peu le même schéma avec le plateau 2022 et puis 2024, à ce moment-là, 384 000 pour un pourcentage d'augmentation pour 2019 de 79%. Oups, c'est sombre. Ici, en fait, ce qu'on vous présente, c'est les conditions de marché, mais surtout en fonction de l'accroissement de la population. C'est un élément qui peut mettre beaucoup de pression sur le marché immobilier aussi quand il y a un changement dans le comportement des acheteurs. Souvent, si on a un chalet et on décide de venir vivre à temps plein ici, ça va faire une différence sur l'accroissement de la population. Pour ce qui est de Saint-Adolphe, c'est pas l'endroit depuis la pandémie où les gens ont choisi de, pas qu'on n'aime pas Saint-Adolphe, pas que les gens n'aiment pas Saint-Adolphe, mais ils ont maintenu la vocation, évidemment, de villégiature et de vocation récréo-touristique. Saint-Adolphe a conservé là, cette identité-là. Et c'est pas un mauvais bulletin de finir 8e dans la MRC au niveau de la croissance de la population. C'est juste représentatif du comportement, en fait, là, des résidents là, de la municipalité. Là. Mais à titre de données statistiques, c'est quand même depuis 2019 à 2024, c'est 10,4% de l'accroissement de la population pour Saint-Adolphe. C'est pas rien, là. Et un autre élément important, depuis 2019, vous avez 208 nouvelles constructions qui ont été réalisées sur votre territoire à vous, à Saint-Adolphe d'Harvard. Ici, ce que je vous présente, c'est plutôt là, sur un plus grand nombre d'années. Donc, depuis 2016, c'est votre accroissement de la population là, pour Saint-Adolphe. Là, on voit 2023, là, on voit qu'il y a un recul. Ce n'est pas des gens qui ont déserté Saint-Adolphe. C'est souvent là, un comportement. On a changé notre résidence principale pour la résidence secondaire ou autre. Donc, ça peut amener là, des petits glitches comme ça statistiques. Mais globalement, ce qu'on voit, là, c'est du 11,3 là, si on fait le comparatif depuis 2016 pour ce qui est de Saint-Adolphe d'Harvard.
Donc, c'est pas une ville, évidemment, là, qui perd en citoyens. C'est une ville qui est toujours en croissance, là, néanmoins. Là. Au niveau des données, là, ici, c'est pas des données qui sont spécifiques à la MRC des Pays d'en haut, ce sont des données qui sont plutôt spécifiques à l'ensemble du Québec. Ce qu'on veut, évidemment, là, soulever là, avec cette information aussi, elle ne provient pas non plus là, du service d'évaluation, elle provient des courtiers immobiliers, donc l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, donc via le système Centris. Et puis, eux, ce qu'ils font, plutôt ce qu'ils exposent là, comme statistique, ben, c'est les conditions de marché, et toujours, encore une fois, au deuxième trimestre 2024, donc au 1er juillet 2024, on se rappelle qui est la date de référence au marché immobilier pour le rôle de Saint-Adolphe. Mais ce qu'on voit, tout est au vert, là, donc c'est une bonne nouvelle. Le marché, évidemment, l'ensemble du Québec va très, très bien. Il y a une croissance, mais il y a surtout une croissance au niveau des inscriptions en vigueur. Il y a une croissance au niveau des délais de vente aussi. Donc ça, évidemment, c'est bien. On n'est plus dans un marché, ou plutôt on est dans un marché qui commence, évidemment, à revenir un peu plus équilibré. Malheureusement, on ne l'est pas encore, là, je suis forcé de vous le dire, mais néanmoins, il s'équilibre un peu plus. Donc, la pression, elle est moins grande sur les acheteurs. Mais, en parenthèse, elle est quand même encore présente, là, je vais vous le dire néanmoins. Oh, attendez. Merveilleux, bon. Ici, ce qu'on vous présente, qu'est-ce qui peut impacter le marché immobilier? On l'a vu tout à l'heure, depuis 2022, en 2022, on se rappelle, on avait beaucoup d'informations là, quand on a commencé l'année, puis même un petit peu à la fin 2021, où la Banque du Canada avisait qu'elle allait augmenter son taux directeur, il allait avoir une augmentation des taux hypothécaires. Évidemment, ce qu'on a observé au niveau du marché immobilier, c'est une forte croissance de transactions et une forte hausse des prix payés parce que les gens voulaient évidemment à ce moment-là cristalliser le prêt hypothécaire. Mais quand on regarde ici, là, pour quelles raisons que les gens ont fait ces choix-là dans cette époque-ci, si on regarde le deuxième trimestre, mettons pour un taux hypothécaire sur 5 ans, on est rendu à du 6,84, là, c'est 6,84 %. Une maison à 200 000 ou 150 000, on y arrive, on fait beaucoup de compression budgétaire, mais si l'acquéreur avait un budget pour une maison à 600 000, fort probable qu'il, à ce moment-là, veut descendre son acquisition pour une propriété à 400 000 parce que la pression ou le coût financier pour lui, à ce moment-là, vient freiner le prix payé pour une propriété, là. Autre élément important qui peut mettre de la pression aussi sur le marché, le taux d'inoccupation des logements. On est en descend encore là, du 2 %, on est à 1,7 %. Donc, il y a une forte pression pour le locatif à ce moment-là. Et on le voit partout, évidemment, les besoins en logement sont criants dans toutes les régions. Beaucoup dans les pays d'en haut, évidemment, je pense que c'est sur les lèvres de chacun d'entre nous. Évidemment, ça s'explique parce qu'il y a un faible taux d'inoccupation. Maintenant, au niveau là, des données, encore une fois, là, pour la Chambre immobilière, mais ça, c'est l'agglomération Saint-Sauveur. C'est pas parce qu'on fait une comparaison avec Saint-Sauveur, c'est pas du tout l'objectif. C'est simplement que la donnée statistique, elle inclut Saint-Adolphe-d'Auer, Morin Heights, Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs, Piémont et Prévost, là. Donc, il n'y a pas une donnée statistique de la Chambre qui est spécifique à Saint-Adolphe. Donc, on doit prendre cette agglomération aussi. Mais ce qu'on peut observer ici, ce que les courtiers ont observé dans leurs transactions à eux, au deuxième trimestre, on avait encore, évidemment, là, sur une période de 12 mois, une croissance des prix médians de 8 %, mais sur 5 ans, on avait encore une croissance de 103 % d'augmentation des prix médians pour les propriétés unifamiliales. Pour les copropriétés, c'était 104 % de croissance là, sur 5 ans. Ce qu'on observe, ce qu'on peut en conclure, c'est que le marché, quand même, est toujours en progression. Mais un élément qui est quand même intéressant, sur 12 mois, c'est 8 %. Donc, sur un an seulement, c'est un prix médian ou c'est une augmentation médiane de 8 % qui est présente. Donc, on ne verra plus, là, comme qu'on a vu là, en 2021, 2022, là, du 25 et du 30 % d'augmentation. On n'est plus dans des situations comme ceux-ci. Par contre, et là, on voit que le rôle a augmenté de 25 %. Il faut comprendre que le rôle, c'est sur 3 ans. Donc, il y a 3 ans de marché immobilier là, qui est inclus dans le rôle d'évaluation, là. Et ça, il faut le garder en tête.
Un autre élément intéressant aussi là, pour l'encore présent, plus le prix augmente, évidemment, moins il y a d'acheteurs qui sont présents et plus le marché tend à s'équilibrer. Dans les fourchettes de prix de plus de 600 000, ce que les courtiers ont observé, c'est qu'à partir de 600 000, le marché est considéré au niveau familial beaucoup plus équilibré. Et à 840 000 et plus, c'est un marché qui est plutôt à l'avantage des acheteurs à ce moment-là. Plutôt, en fait, à l'avantage, à l'avantage des acheteurs à ce moment-là. Maintenant, allons rentrer dans vos données de rôle d'évaluation. Donc, ce qui a amené à ce que vous avez observé là, sur votre nouveau rôle d'évaluation. La proportion médiane qu'on parle tout à l'heure au niveau du règlement sur la proportion médiane, eh bien, c'est l'objectif, dans le fond, d'équilibrer un nouveau rôle d'évaluation. C'est de ramener, dans le fond, l'ensemble de vos valeurs foncières là, à la parité avec les nouvelles conditions de marché. Dans le cas présent, votre rôle d'évaluation, si on avait choisi de le reconduire pour un autre 3 ans, à ce moment-là, on aurait été près là, de 27 % plus bas que le marché immobilier actuel qu'on observe. Donc, le correctif était nécessaire à ce moment-là pour s'assurer qu'au niveau là, de l'équité pour l'ensemble des citoyens, évidemment, le rôle soit évidemment rééquilibré et on a ramené la proportion médiane, donc les transactions immobilières et le rôle d'évaluation à la parité à ce moment-là. Ce n'est pas une parité qui est parfaite. Il faut comprendre que c'est une donnée qui est statistique, donc il y a des écarts à ce moment-là qui sont présents. Et si jamais les gens dans cet écart-ci voient qu'ils sont lésés parce que ça ne reflète pas leurs conditions, c'est pour ça qu'il y a des dispositions qui sont prévues que vous verrez le plus loin au niveau des demandes de révision administrative. Autre élément important aussi, quand on choisit de reconduire un rôle d'évaluation, l'impact sur les citoyens peut paraître moins grand parce que sa valeur au rôle va rester la même. Et pour lui, évidemment, il ne verra pas nécessairement d'impact direct sur sa valeur au rôle d'évaluation. Par contre, pour un nouvel acheteur, si le marché immobilier, évidemment, ne reflète pas le rôle d'évaluation, il y a un facteur comparatif qui s'applique. Donc, la valeur au rôle, exemple, elle est à 100 000 $ et puis l'acheteur achète la maison 110 000 $. Mais le facteur comparatif, lui, il est à... excusez-moi, je corrige, on a une médiane qui est à 73 %. Donc, il faut ramener la valeur au rôle aux nouvelles conditions de marché. Donc, on doit la multiplier. OK? Je multiplie la valeur par 1,37, donc la valeur à 100 000, je l'amènerai à 137 000 $. Donc, les citoyens paieraient son droit de mutation, pas sur son prix payé à 110 000 $, mais plutôt sur la valeur au rôle à 137 000 $. Ça, c'est l'incidence, à ce moment-là, d'avoir, en fait, un rôle qui est plus, en fait, en parallèle avec les nouvelles conditions de marché. On peut se retrouver avec un acheteur qui va se retrouver à avoir des frais de mutation, des droits de mutation qui sont plus élevés à ce moment-là que ce qu'il lui a payé pour sa propre propriété. Excusez. Maintenant, l'élément important aussi, l'évaluation de masse, c'est important de faire la différence entre les deux parce qu'on se le fait souvent soulever. L'évaluation, en fait, là, municipale, c'est différent de l'expertise privée. En expertise privée, là, on a un seul mandat, c'est d'évaluer une seule propriété face au marché. Au niveau de rôle d'évaluation, on doit le faire pour l'ensemble des propriétés. Donc, on doit porter au rôle, au 1er juillet 2024, dans le cas présent, l'ensemble des dossiers. Et ça, c'est la grande différence parce que dans le cas présent, ce qu'on doit rechercher pour l'ensemble des propriétaires, c'est des tendances centrales. Et notre matière première, c'est le comportement humain. Le comportement humain, évidemment, il est très, très émotif. Un acheteur qui magasine une propriété un lundi matin ensoleillé, il est fort probable que son offre d'achat soit différente d'un mardi après-midi pluvieux. Parce qu'évidemment, il va être impacté. Il y a de l'émotion là-dedans. Mais nous, on doit prendre tous ces comportements-là, on doit les analyser, puis on doit les appliquer à l'ensemble des propriétés à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle que parfois on va voir une propriété qui s'est vendue, à titre d'exemple, 500 000, mais nous on arrive au rôle à 480, 475, et l'autre elle s'est vendue 250 000, mais on arrive à 280 000, plus élevé qu'elle l'a payé. Bien, évidemment, parce que statistiquement, le comportement ou le moment qu'elle a acheté était peut-être le mardi pluvieux et l'autre était le lundi ensoleillé. Mais nous, on doit l'appliquer de façon globale à l'ensemble des propriétés et il faut que le résultat statistiquement soit explicatif.
Date importante de retenir, ça c'est aussi excessivement important. Votre rôle d'évaluation est déjà en vigueur actuellement parce qu'on est passé le 1er janvier. Donc là, il est actif donc depuis le 1er janvier 2026. Bonne année à tous. Et puis, il va être en vigueur là, pour 3 ans, donc 2026, 2027, 2028. Et le marché, encore une fois, là, je le répète, qu'il doit refléter. On voit la grande flèche au 1er juillet 2024. Et qu'est-ce qui a servi de matière première pour le rôle d'évaluation? Bien, ce sont, d'une part, oui, les transactions en 2024, mais bien évidemment aussi ce qui se produit avant, à condition que les conditions de marché soient similaires. Un bel exemple, quand on parle de conditions de marché qui est similaire, un rôle d'évaluation qui se dépose tout de suite après la pandémie, ça serait évidemment préjudiciable de prendre des transactions qui se sont produites avant la pandémie. Fait qu'on sait pertinemment que le marché est complètement différent entre les deux, là. Donc, on s'assure d'avoir des conditions de marché qui soient similaires. On répète encore, je le sais, mais le rôle d'évaluation est triennal, donc 2026, 2027, 2028. Votre dépôt de rôle a été déposé au 15 septembre 2025. Et puis, date de référence au marché, encore une fois, 1er juillet 2024. Sa prise d'effet au 1er janvier 2026. Et important, prenez une photo là, dans votre tête, mais demande de révision avant le 1er mai 2026. Et là, c'est en gras avant le 1er mai. Si vous déposez une demande de révision au 1er mai, elle est hors délai. Donc, il n'y a pas d'extension, c'est pas élastique. C'est un délai qui est de rigueur, c'est avant le 1er mai 2026. Très important. Les fameuses unités de voisinage. Quand on vous dit que le marché, évidemment, le comportement n'est pas pareil sur l'ensemble de votre territoire, bien, pour s'assurer qu'on ne porte pas au rôle, évidemment, là, un comportement ou un marché immobilier là, qui est en forte croissance ailleurs sur votre territoire, bien, on va segmenter votre territoire. Je vous dirais que visuellement, on va souvent segmenter avec les plans d'eau, parce qu'un lac n'est pas comparable souvent avec un autre lac, je vous dirais très, très souvent. Mais il y a aussi la réglementation en vigueur, les services, donc l'aqueduc, l'égout qui serait présent, le type de route aussi qui va être présent, donc des routes provinciales versus des routes privées versus des routes intramunicipaux. Bien, évidemment, ça peut amener à des comportements de marché qui soient différents. Des domaines privés aussi, ça peut amener à des comportements de marché qui sont différents. Parfois, là, les comportements de marché qu'on a observés il y a 10 ans ne sont plus présents aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit ici au niveau d'un découpage, bien, c'est dynamique parce que lui, évidemment, doit refléter les nouvelles conditions de marché. Donc, il est possible qu'il y a 10 ans, on ait considéré que ce lac-ci, le comportement était similaire à celui-ci, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le comportement a complètement changé, donc on doit scinder ces deux analyses-là. Donc, ce qu'on voit ici, bien évidemment, c'est le résultat du nouveau rôle d'évaluation. Et là, vous voyez, là, il y a des couleurs qui sont quand même similaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont similaires qu'ils sont regroupés ensemble, c'est simplement parce qu'on a demandé d'avoir des couleurs, en fait, plus, je vous dirais, là, plus criantes pour qu'on puisse observer les différences entre chacun des secteurs. Tantôt, vous parlez de qu'est-ce que contient le rôle d'évaluation. Bien, ici, ce qu'on vous présente, c'est une fiche de propriété exemple. Ce n'est pas un citoyen là, à Saint-Adolphe, il n'y a pas d'inquiétude. C'est un de nos collègues qu'on a évidemment là, au niveau là, des Vinbec qui nous a gracieusement prêté là, sa propriété. Mais ce qu'on observe ici dans la fiche de propriété, c'est les données là, qu'on vous a dit, évidemment, qui sont quantitatives, donc la superficie d'un bâtiment. Donc, on vient mesurer votre propriété là, au niveau résidentiel. Les données aussi qualitatives. Donc, si vous avez une cuisine qui a une envergure, mettons, de 6 mètres linéaires, quelle est sa qualité? Est-ce que la finition, évidemment, elle est supérieure, inférieure, ou c'est une finition qui est dite standard à ce moment-là? Donc, tous les composantes qu'on vient relever sur votre immeuble, on va les quantifier, mais on va aussi les qualifier. Mais on va aussi les qualifier à travers le temps. Parce qu'on peut avoir, en fait, là, une belle cuisine là, en merisier là, qui date là, des années 20, mais si les nouveaux acquéreurs, en fait, pour eux, là, ils ne voudraient pas payer le coût d'une nouvelle cuisine en merisier à 150 000, ça ne les intéresse pas, bien, à ce moment, il faut le considérer aussi, parce que le comportement change, le comportement évolue. Donc, on doit toujours et constamment observer le comportement, évidemment, parce que c'est le travail de l'évaluateur. De quelle façon qu'on l'observe et qu'on l'applique maintenant?
Bien, il y a 3 approches reconnues au niveau municipal, mais au niveau privé, dans l'ensemble des sphères là, de l'évaluation. Donc, il y a l'approche comparative. Donc, on va comparer, en fait, là, un immeuble avec d'autres propriétés qui ont des similitudes qui sont similaires. On va évidemment aussi y aller par une méthode de revenu. Donc, si un immeuble est génératif de revenus, bien, on va comparer ces revenus à ce moment avec des immeubles qui y offrent des revenus similaires là, parce que le comportement de l'acheteur n'achète pas parce qu'il est comparable à un voisin, mais il achète l'immeuble parce qu'elle génère des revenus à ce moment-là. Méthode du coût, bien évidemment, en l'absence des fois là, de données évidemment, de comparaison, bien, l'approche par le coût devient une approche évidemment là, qui est dite refuge, mais qui permet à ce moment d'établir là, la valeur d'une propriété là, en fonction toujours une fois de données qui émanent du marché. On établit, oui, un coût de reconstruction déprécié d'une propriété, mais toujours au regard des données en fait, qu'on va extraire du marché immobilier. Là. Donc, peu importe l'approche qu'on va utiliser, soit la méthode de comparaison, soit une méthode du revenu ou soit une méthode du coût, la matière première de ces approches-là va toujours être les transactions immobilières là, dans l'ensemble des situations. Donc, méthode de comparaison, comme je l'expliquais, j'ai déjà quand même bien expliqué, là, mais les éléments importants, je vous dirais, oui, il y a un type de bâtiment, oui, il va y avoir une superficie, oui, il va y avoir un nombre de chambres à coucher, mais principalement, souvent, la première variable est la plus importante. C'est sa localisation, et c'est sa localisation. J'aurais pas avoir une maison qui soit identique, qui est dans le village ici, et l'autre qui est dans le canton de l'Est. Ils vont être pareils tous les deux, mais le marché est complètement différent. La première variable, c'est sa localisation. Donc, c'est vraiment l'élément de base là, qu'on va regarder en premier lieu. Après ça, s'ensuit tous les autres paramètres, évidemment, qu'on peut extraire du marché immobilier. Méthode du revenu, bien, à ce moment-là, c'est un peu le même principe. On va aller chercher le rendement d'un immeuble qu'on va comparer avec d'autres. Pour de petits immeubles, souvent là, des 4, 5, 6 logements, on va plutôt y aller avec des multiplicateurs assez simples. Donc, le revenu brut est souvent regardé. Mais quand on est avec des propriétés de 12, 24, 48 logements, bien là, à ce moment-là, on va plutôt aller chercher là, du revenu net et ça ne sera pas les mêmes types d'analyses qu'on va faire. Là. Méthode du coût, en fait, là, on termine avec celle-ci. On parle d'un coût, donc on parle de matériaux. Oui, effectivement. Mais ce qu'on doit faire en premier lieu aussi, c'est établir sa valeur de son terrain. Donc, pour établir l'approche par le coût, on doit établir quelle est la valeur du terrain sur lequel que le bâtiment est assis. Encore une fois, c'est la méthode de comparaison. Il n'y a pas de coût de reconstruction pour un terrain. C'est la comparaison, donc c'est du marché immobilier. Du moment qu'on détermine son terrain, bien évidemment, on va à ce moment-là établir le coût de reconstruction de son bâtiment. Et si on le regarde aujourd'hui, bien, son état aujourd'hui, donc l'âge qu'il a, les rénovations qui ont été effectuées sur celui-ci, s'il y a eu des permis, des agrandissements, à ce moment-là, ça va permettre d'influencer l'approche par le coût. On arrive à la fin, on arrive là, au niveau de votre rôle d'évaluation. C'est le plus important et c'est là qu'il faut être le plus réactif, mais ce sont les données de votre nouveau rôle d'évaluation. C'est les variations qu'on observe. Et là, je prends le temps de vous le dire. On va au final, puis je vais aller tout de suite à la conclusion, c'est 25% d'augmentation pour l'ensemble de votre rôle d'évaluation. Ce n'est pas 25% qu'on applique à toutes vos valeurs de votre ancien rôle d'évaluation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 25% de l'ensemble de votre valeur foncière, si on additionne toutes les propriétés de votre territoire à vous, comparativement à l'addition de toutes les valeurs foncières de l'ancien rôle d'évaluation. Là. C'est ce qu'on dégage avec le 25%. Dans un secteur, il y a des produits qui ont monté de 150%, dans d'autres, il y a des produits qui ont monté de 4-5%, et dans certains secteurs, évidemment, qu'on a conclu, où les produits ont même baissé de valeur aussi. Là. Et ça, évidemment, c'est important. Si un marché se contracte, il faut que ça soit reflété dans votre rôle d'évaluation. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter les valeurs. Comme vous le dites, c'est de refléter les nouvelles conditions de marché. S'il y a une croissance, on applique la croissance. Mais s'il y a une contraction, on applique la contraction aussi. C'est ça l'objectif. Et si mon travail n'est pas bien fait, et si le rôle ne reflète pas ces conditions de marché-là, bien évidemment, il y a plusieurs choses qu'on ne respecte pas. On ne respecte pas en tant que professionnel nos normes de pratique, mais on ne respecte pas non plus les balises du ministère. Donc, si le rôle, en fait, quand on envoie au ministère des Affaires municipales, ne respecte pas les balises du nouveau marché immobilier,
le rôle est refusé. Là. Le ministère va refuser votre nouveau rôle d'évaluation. L'évaluateur va devoir refaire son travail l'année suivante. Là, et votre rôle est reconduit. Fait que l'impact de ne pas bien faire son travail pour l'évaluateur est immense pour le citoyen, mais pour le professionnel aussi. Élément aussi intéressant mais ça va être la prochaine. On y va tout de suite. Au niveau des catégories d'immeubles, parce que ce ne sont pas tous les propriétés qui varient de la même façon, le comportement est différent selon le type de propriété. Bien, globalement, oui, on a du 25 % d'augmentation, mais dans le raffinement, la copropriété, celle-ci, c'est une croissance de 25 % de variation là, positive. Les unifamiliales, c'est 21 %, les 2 à 3 logements aussi, 21 %. Même principe là, pour le 4 à 9. Donc, pour ce qui est du résidentiel, je vous dirais que c'est sensiblement tous du 21 % ou du 20 %, sauf pour le 10 logements et plus, là, on a une plus grande croissance, c'est 53 % d'augmentation. Il y a 2 unités là, dans cette catégorie-ci. Pour les chalets, là, c'est 23 %. Les chalets, je vous dirais, là, vous pouvez faire là, la similitude avec les propriétés, là, l'unifamilial. Là. C'est une catégorie d'immeubles qui s'assimile là, à l'unifamilial. Les maisons mobiles, évidemment, on a 20 % d'augmentation. Copropriété, excusez-moi, le commercial et le service, donc ça inclut aussi les bâtiments municipaux, c'est 22 % d'augmentation. L'agriculture, et là, on tombe dans les terrains. C'est 82 % pour l'agriculture. Terrain vague, c'est 60 %. Et là, évidemment, on a rue, parc, servitude de passage, pas servitude de passage, mais bande d'accès au lac. C'est 40 % là, d'augmentation. Mais l'éléphant dans la pièce, on trouve ici, là, ce sont les terrains. C'est eux qui ont la plus grande augmentation là, sur l'ensemble du territoire de Saint-Adolphe, mais sur l'ensemble du territoire aussi des Laurentides. Là. Donc, ce n'est pas un fait qui est spécifique à Saint-Adolphe. C'est un constat qu'on observe partout dans notre territoire. Élément aussi qu'on peut observer, c'est le prix moyen de l'unifamilial. On avait auparavant le 452 000 pour l'unifamilial. On est maintenant à 545 000. Pas le prix moyen, excusez-moi, mais de valeur moyenne pour les propriétés unifamiliales. 2 à 3 logements, c'est rendu à 554 000. Bon, les 10 logements et plus, là, on fracasse le million. Pour les terrains, on est rendu à 62 000. On était auparavant là, à 38 000 de valeur moyenne pour l'ensemble des terrains dans Saint-Adolphe. On est maintenant à 62 000. Si on y va par secteur maintenant, on a segmenté là, Saint-Adolphe avec riverains, villages et villégiatures. Donc, au niveau du riverain, c'est 24. Puis on voit, là, il n'y a pas beaucoup de distorsion là, sur l'ensemble des secteurs, mais c'est toujours dans le détail qu'on va voir, évidemment, le diable est dans les détails, qu'on va voir qu'il y a des différences. Mais globalement, l'augmentation, néanmoins, là, c'est 24, 27 et 25 %. Donc, c'est pas ici, là, statistiquement, qu'on voit là, qu'il y a beaucoup de distorsion. C'est dans vos dossiers, à tous et chacun, vous allez voir des différences. Et pourquoi vous voyez des différences dans chacun de vos dossiers comparativement à un voisin ou à un autre voisin? En début de présentation, je vous l'ai dit, le rôle d'évaluation, quand on l'équilibre, là, on ne vient pas une fois à Saint-Adolphe, on est à tous les jours sur votre territoire, on fait de l'inspection, on fait du maintien d'inventaire, mais le travail qu'on fait, on ne l'applique pas nécessairement automatiquement dans votre rôle d'évaluation. Votre rôle, là, on dit qu'il est immuable. Le moment qu'on va toucher à votre rôle d'évaluation, c'est quand il y a des permis qui sont émis, là, qui nécessitent qu'on fasse une entorse à son immobilité, et là, on vient porter de nouvelles valeurs au rôle d'évaluation. Mais si on effectue du maintien d'inventaire, vous avez rénové, comme on vous l'a dit, une salle d'eau sous-sol, vous avez fini le plancher d'une chambre, où il y a un bâtiment qui se détériore, puis on doit là, en tenir compte. Mais tous ces éléments-là, on va les relever, mais vous allez les observer dans le cadre du nouveau rôle d'évaluation, et ce qui va expliquer à ce moment-là des variations entre chacune des propriétés quand on regarde nos voisins là, parfois. Comme je vous dis, l'objectif, c'est pas d'appliquer un facteur à l'ensemble des unités, c'est de refléter les nouvelles conditions de marché, mais aussi les conditions des bâtiments qu'on observe. Là. D'autres données aussi intéressantes là, au niveau de votre rôle d'évaluation, bien là, on a fait des répartitions là, pour voir de quelle façon, là, par strate de valeur, là, l'augmentation s'était étalée. Bien, je ne vous le cacherai pas, là, les propriétés, je dirais, là, de 300 000 et moins, bien, c'est là que l'inventaire a le plus baissé à ce moment-là.
au détriment là, des propriétés entre 300 et 600 000. C'est là, évidemment, que je dirais, l'ensemble de l'œuvre s'est retrouvé. Et autre élément aussi, là, des propriétés à, je vous dirais, 1 million et plus, on a eu une forte progression aussi. On est à 25 %, même 2 millions et plus, on est à 60 % là, d'augmentation là, du rôle d'évaluation pour ceux-ci. Et ça, c'est probablement ce qui peut agacer le plus, mais ce qu'on voit ici, c'est les variations moyennes dans chacune des unités de voisinage là, pour la municipalité. C'est assez simple. Là, ce qui est en rouge, c'est des augmentations de plus de 100 % à ce moment-là. On vous l'a dit, le rôle a augmenté de façon globale de 25 %. Oui, effectivement, quand on inclut l'ensemble des unités familiales, mais si on constate les grandes terres de votre territoire, et ça, il y en a énormément, bien, ce sont à ce moment-là les plus grandes victimes, ce sont les grandes terres qui ont eu là, de fortes augmentations au niveau là, du rôle d'évaluation. Ce sont les terrains, bien évidemment. Pour ce qui est de ce qui est construit, bien, l'augmentation, on est beaucoup plus dans l'ordre du 25 %. C'est vraiment le vacant qu'on observe tout juste ici. Autre élément fort important aussi, la confidentialité. On parle beaucoup de transparence. On vous dit tantôt que le rôle d'évaluation, en fait, le manuel était public pour les citoyens. On vous tente de donner beaucoup d'informations aux citoyens sur leur dossier, sur le marché immobilier. Mais il y a un élément qui est important, c'est que l'information de votre dossier de propriété à vous, à chacun d'entre vous, il est confidentiel pour votre voisin. Il est public pour vous. Vous pouvez venir voir votre rôle d'évaluation, vous venez voir votre fiche de propriété, mais votre voisin ne peut pas venir consulter la fiche, votre fiche à vous de propriété. Là. Donc, il est confidentiel. Pourquoi c'est comme ça? Bien, on fait beaucoup d'enquêtes. On enquête les coûts de construction. On enquête, en fait, les revenus et dépenses d'un immeuble. Bien, évidemment, il y a une question de confidentialité. Il y a une question aussi de s'assurer que l'information sensible ne soit pas, évidemment, divulguée à d'autres propriétaires aussi. Donc, ces éléments, ils demeureront toujours confidentiels. Ce qui sera public, c'est ce qui a servi de base au rôle d'évaluation, donc votre fiche de propriété à vous, pas pour votre voisin. C'est important de vous le dire. Est-ce qu'on peut consulter la fiche? Oui. C'est pas une question, je me dis moi-même, mais oui, vous pouvez consulter votre fiche de propriété, vous pouvez y accéder, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, on peut vous expliquer votre fiche de propriété, ce qui a amené à la nouvelle valeur aussi, ce qu'on a relevé sur votre propriété aussi. Donc, vous allez pouvoir, en fait, à ce moment-là, comprendre de quelle façon votre dossier de propriété, évidemment, là, a été calculé puis a permis d'établir votre nouvelle valeur à votre rôle d'évaluation. Si ça vous intéresse de le consulter, important, prenez rendez-vous avec nous. Si vous arrivez là, tout le monde en même temps le lundi matin, ça se peut qu'on ne puisse pas, évidemment, à ce moment-là, répondre à toutes vos questions. Donc, prenez rendez-vous, appelez-nous, on va vous trouver une case horaire, ça nous fera un plaisir de vous expliquer votre dossier de propriété. Demande de révision, tout aussi important, on y arrive enfin. Une petite gorgée d'eau, c'est pas tellement long. Premier élément, la communication avec l'évaluateur. En fait, avant de faire une demande de révision, on aime beaucoup, évidemment, qu'on puisse communiquer avec vous pour s'assurer que, si vous faites une demande de révision, vous ayez, en fait, toute l'information adéquate pour la faire. Et si jamais vous aviez peut-être une information qui était erronée, bien, ça vous évite de faire une demande de révision qu'il y ait un résultat qui soit évidemment là, négatif là, dans votre cas à vous. L'objectif, ce n'est pas de freiner le droit du propriétaire, mais de l'informer sur ses droits et de ce que nous, on a sur son dossier de propriété. Et gardez en tête que oui, on est à tous les jours sur votre territoire. Oui, on fait du relevé d'inventaire sur le territoire, mais depuis la pandémie, les gens ont fait quand même beaucoup d'améliorations sur la propriété. Il est fort probable qu'il y a certains travaux qui ne soient pas encore présents dans votre dossier. Donc, nous, en fait, évidemment, quand on vous rencontre, c'est sûr qu'il y a certaines informations qu'on va être en mesure à ce moment de mettre à jour à votre dossier si elle est manquante, et à l'inverse aussi, là, bien évidemment. Maintenant, l'élément important ici, pourquoi qu'on aime beaucoup là, la communication? Bien, c'est parce qu'à ce moment-là, on vous donne aussi tous les paramètres de demande de révision, ce que ça prend
ce qui est disponible aussi. C'est parfois, on ne veut pas nécessairement engager un évaluateur privé pour un rapport d'évaluation parce que les problématiques qu'on soulève ne nécessitent pas un expert. Donc là, évidemment, on va à ce moment-là vous diriger, vous informer quelle est la meilleure façon de compléter votre dossier pour une demande de révision. Donc, première étape, on va chercher l'information. Deuxième étape, on peut déposer notre demande de révision à ce moment-là. Et, très important, avant le 1er mai 2026. Et l'évaluateur, lui, aura jusqu'au 1er septembre pour vous répondre à ce moment-là sur les conclusions de la demande de révision. Là, et je vous le dis, l'évaluateur, là, son mandat, c'est pas de maintenir les valeurs, ce n'est pas de les baisser et ce n'est pas de les augmenter. Le mandat de l'évaluateur, c'est de refléter les nouvelles conditions de marché. Donc, si jamais votre valeur au rôle d'évaluation, là, elle est erronée, soit à la hausse, soit à la baisse, bien, le mandat de l'évaluateur, c'est de corriger cette valeur-ci, soit à la hausse ou soit à la baisse. Ce n'est pas toujours une diminution. Là. Vous donnez l'opportunité à l'évaluateur de faire son travail. C'est ça que vous donnez. Maintenant, un autre élément aussi important, qu'est-ce qu'on doit inclure dans une demande de révision? Bien, l'élément qu'on peut retrouver, bien, un rapport d'évaluation si c'est en lien avec le marché immobilier, des photos si c'est une question de déficience sur un bâtiment, des analyses si, exemple, il y a une contrainte hydrique qui est présente, il y a un cours d'eau qui empêche la construction sur le terrain, et là, on ne peut pas construire sur notre terrain, puis que la valeur au rôle ne reflète pas cette contrainte-ci. Bien, à ce moment, les analyses, là, soit par l'arpenteur, soit par le biologiste, va être évidemment là, très importante là, pour renverser la prépondérance de la valeur du rôle d'évaluation. Et pourquoi je dis prépondérance de la